Madame la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de la BOAD, Monsieur le Président de l'AMF, Monsieur le représentant du gouverneur de la Banque centrale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, bonjour. Merci infiniment de nous rejoindre ici aujourd'hui à la 8e édition de la conférence Débat Risque Pays. Cette conférence qui aujourd'hui est devenue une institution et qui est devenue également un événement majeur économique de la Côte d'Ivoire et de la sous-région aussi d'ailleurs. Je me réjouis de cette attendance et comme l'a expliqué au départ Soraya et Madame Zézé sur les enjeux de cette conférence, je ne reviendrai pas nécessairement là-dessus. Ce rapport risque-pays qui vous a été distribué, que vous avez certainement eu le temps de feuilleter et de lire, a été développé ou a été écrit par le département d'intelligence économique de Bloomfield Investment Corporation. Et c'est un rapport très détaillé de 40 pages sur la cartographie de risques d'investissement en Côte d'Ivoire. Alors, l'objectif de ma présentation, en réalité, ce n'est pas de parcourir tout le rapport, mais d'essayer de mettre en relief un certain nombre de points. Et vous aurez les détails, vous, par contre, dans le rapport, qui est un rapport extrêmement détaillé. Et par ailleurs, il y a des chiffres dans ce rapport qui ont évolué, parce que nous avons reçu de nouveaux chiffres hier à fin décembre 2023. Donc les chiffres qui sont dans le rapport, certains sont restés les mêmes, certains ont évolué, vous verrez tout à l'heure. Ce sont les chiffres à fin septembre. Donc vous comprenez que la mise en place et l'analyse de ces chiffres, généralement, se passe quelques mois après les clôtures. Donc vous allez avoir quelques chiffres qui seront mis à jour. Alors cette évaluation, elle est faite sur 5 critères. 5 critères principaux qui sont la performance économique du pays, le climat des affaires, les finances publiques, donc la gestion des finances publiques, la solidité du système financier en termes de financement de l'économie et l'environnement socio-politique du pays. Alors, en termes de méthodologie, c'est une méthodologie très rigoureuse qui a un processus en 6 étapes. La première phase est la phase de collecte d'informations qualitatives et quantitatives auprès des différentes administrations et de l'environnement économique de la Côte d'Ivoire. La deuxième phase est la phase pré-analyse, donc évidemment le dépouillement de toutes les informations qui ont été collectées et une première analyse à chaud. Il y a une étape de confrontation avec l'environnement, donc le challenge vis-à-vis de ceux qui produisent des informations, d'en discuter, échanger, se rassurer que les informations que nous avons correspondent à la réalité. Et il y a un ajustement et une analyse plus profonde qui est faite ensuite, et une évaluation de risque qui va nous donner justement des notes à la fin. Et chaque paramètre est noté. Et ensuite, nous avons une note globale qui est la moyenne de tous ces paramètres-là. Et la 6e étape, c'est cet exercice-là de restitution du rapport de risque pays. Et par ailleurs, une fois que j'aurai touché ces quelques points, nous aurons l'honneur d'avoir la ministre de l'Économie réagir justement à ce rapport-là. Alors, en termes de méthodologie, toujours, notre évaluation est faite sur une échelle de 10 points, où vous avez entre 0
E2, vous êtes dans une catégorie des risques systémiques. Donc la probabilité d'être sujet à un risque est donc très importante. Naturellement, nous ne conseillons pas aux investisseurs d'investir dans de tels pays. Entre 2 et 4, le risque est avéré. Ceci dit, il peut être couvert en prenant un certain nombre de mesures. Et entre 4 et 6, le risque est modéré et ne constitue pas un frein spécifique à l'investissement. Ceci dit, il y a quand même des zones de risque qui existent, qui sont mis en relief. Et entre 6 et 8, le risque est faible et il a très peu d'impact sur les performances de l'investissement. Donc à partir de cette catégorie-là, nous conseillons d'investir dans les pays qui sont dans cette catégorie. Et entre 8 et 10, nous sommes dans une logique de risque quasi inexistant. Alors, revenons à l'évaluation des paramètres. Donc, le premier paramètre qui est la performance macroéconomique. Pour chaque paramètre, nous touchons 2 ou 3 points positifs et 2 ou 3 faiblesses pour justement contrebalancer cette analyse-là. Le taux de croissance. Donc la Côte d'Ivoire est un des pays les mieux performants en Afrique, avec une performance qui a en moyenne tourné autour de 7% pendant les 12 dernières années, avec évidemment un déclin en 2020 à cause de la crise de la Covid. Ceci dit, bon, évidemment, les ajustements nous ont donné aujourd'hui 0,9, qui reste quand même une performance positive dans une période où la majorité des économies étaient plutôt en récession. Et si vous comparez au reste de l'UEMOA, évidemment, le taux de croissance de 8% estimé cette année, envisagé, enfin, projeté cette année et estimé l'année dernière, qui n'est pas encore confirmé, mais est à 7%, est le taux de croissance le plus élevé de la région. En termes de répartition de cette performance-là, on voit bien que le secteur tertiaire l'emporte de très loin vis-à-vis des autres secteurs. Avec, si vous rajoutez à ce secteur tertiaire le secteur non marchand qui finalement fait partie du secteur tertiaire, on est autour de 50%. Et donc, pour le secteur secondaire, on reste encore dans une économie qui est en train d'essayer de s'industrialiser, mais ce secteur reste très marginal. Quand on considère, ceci dit, qu'en réalité, les 23%, dans les 23%, vous avez le secteur extractif qui, finalement, n'est pas spécialement, si on veut parler d'industrialisation stricto sensu, serait certainement pas considéré comme de l'industrialisation. Donc, ça veut dire que le chiffre réel serait encore moins important que celui-là. Donc, là, considéré comme une faiblesse de cette performance macroéconomique, si on considère que nous sommes dans un pays qui souhaiterait s'industrialiser. Et le secteur primaire qui perd du volume et qui se retrouve aujourd'hui à 13,6%. Toujours au registre de la performance macroéconomique et des points positifs de cette performance-là. Cette performance a été grandement renforcée par la découverte des gisements pétroliers, Baleine et Kalao, qui mettent désormais la Côte d'Ivoire dans une autre catégorie de producteurs d'hydrocarbures. L'estimation à 2027 est de 200 barils jour, en sachant qu'en 2022, la Côte d'Ivoire était encore à 25 barils jour. Ça montre bien que ce pays rentre dans une autre catégorie, on va dire la catégorie des grands, si on veut parler ainsi dans la production d'hydrocarbures. Et la production de gaz est estimée aussi à évoluer à hauteur de 11% d'ici 2027. Ceci dit, il y a quand même des facteurs de risque qui viennent
ralentit un peu cette performance-là. En effet, le changement climatique, donc vraiment qui est un phénomène que contrôle très peu la majorité des pays, y compris la Côte d'Ivoire, qui a un impact, ceci dit, négatif, dans ce sens où il en moyenne fait perdre à la Côte d'Ivoire 3 à 4,5% de PIB, ce qui est énorme. Et cette estimation est pour entre 2023 et 2030. Et 15% des terres agricoles subissent l'érosion côtière. Donc ça veut dire que je pense qu'avec aujourd'hui le ministère de l'Environnement qui est en train de mettre un certain nombre d'actions en place pour justement adresser ces problématiques-là. Et tout à l'heure, je vous parlais de la lenteur du processus d'industrialisation ou de semi-industrialisation en réalité, et certainement une des faiblesses de cette performance économique. Et sur les 12 zones industrielles anticipées d'être créées, seulement 3 sont opérationnelles. Et donc, évidemment, il y a un retard sur la mise en application de ces autres. Alors, le climat des affaires. Climat des affaires plutôt favorable. L'indice de l'UEMOA qui évalue le climat des affaires avec un benchmark de 100, la Côte d'Ivoire, depuis quelques années, performe au-dessus des 100, même avec une fluctuation, mais reste au-dessus des 100, donc une performance du climat des affaires qui est plutôt favorable. Toujours dans le climat des affaires, il y a eu des avancées en matière de gestion de la gouvernance avec la création d'un certain nombre d'institutions, notamment le renforcement de la haute autorité de bonne gouvernance qui a mis en place un certain nombre de mécanismes qui ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner des places dans des classements internationaux, notamment celui de Transparency International. Ceci dit, ces évolutions sont lentes parce que ces mécanismes qui sont mis en place justement pour gérer la bonne gouvernance souffrent un peu d'un problème d'indépendance. Parce qu'en réalité, si on veut s'attaquer à la mauvaise gouvernance, il faut que l'institution qui s'attaque à la mauvaise gouvernance soit complètement indépendante de certains de ces acteurs qui sont eux-mêmes des assujettis. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Quand vous regardez dans les pays où ces entités-là performent bien, c'est quand elles sont totalement indépendantes. C'est-à-dire que le mécanisme de nomination et le mécanisme de destitution sont suffisamment corsés pour que cette entité-là soit indépendante. Ceci dit, il y a des progrès qui sont faits, des progrès qui sont appréciables. Beaucoup reste à faire cependant. En termes de création d'emplois, une croissance dans la création d'emplois selon les chiffres du CPC. Ce que nous regrettons cependant, c'est que nous avons chaque année des chiffres qui montrent qu'il y a une croissance dans la création d'entreprises. Ceci dit, nous n'avons pas de chiffres par contre qui évaluent, si vous voulez, la soutenabilité de ces entreprises-là, la probabilité qu'elles restent, si vous voulez, en vie après 5 ans. Nous considérons que 5 ans, c'est la vitesse de croisière, donc ce serait bien de pouvoir avoir des chiffres qui permettent d'évaluer ça, parce que créer des entreprises, oui, c'est une bonne chose, mais est-ce que ces entreprises survivent? Et ce serait certainement un critère ou un paramètre ou une mesure qui permettrait de mieux apprécier l'évolution de la création de ces entreprises-là et voir pourquoi elles disparaissent avant 5 ans. Alors, en termes de facteurs de risque, nous avons constaté aussi la lenteur de la mise en application d'un certain nombre de réformes. Beaucoup de réformes sont faites, mais en fait, le taux de mise en application est moins important qu'espéré. Et donc, il y a aussi certainement des lenteurs administratives, mais c'est ce que nous avons constaté comme faiblesse pour l'environnement des affaires.
et une faiblesse aussi dans la maintenance des infrastructures construites tout le long de la vie de cette nation. Et évidemment, des infrastructures qui sont construites, qui ne sont pas maintenues, peuvent à un moment donné rendre moins compétitif l'environnement des affaires. En termes de finances publiques, des améliorations. D'ailleurs, comme je vous ai dit, il y a des chiffres que vous verrez qui ont changé par rapport aux éléments que vous avez. Et on reviendra là-dessus au fur et à mesure. Le stock de la dette, ceci dit, les chiffres du stock de la dette mis dans le rapport sont les mêmes, mais on a un stock de la dette sur PIB qui est à 58%, donc qui met la Côte d'Ivoire dans une catégorie de pays endettés modérément, parce que le benchmark étant 70%, 58%, on est dans la zone orange, pas dans la zone verte, dans la zone orange. Ce que je veux dire, en fait, c'est que ce ratio montre bien que la dette, le stock de la dette est contenu. Et en termes de recouvrement, la Côte d'Ivoire bat les records en termes de recouvrement des recettes parce qu'elle, en réalité, recouvre près de 100% de ses recettes. On parlera tout à l'heure de la pression fiscale. Mais pour l'instant, sachez que le point positif, c'est qu'elle arrive à recouvrer 100% de ses recettes. Et d'ailleurs, l'année dernière, c'était un record parce qu'elle était à près de 100% à fin septembre. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Et elle a aussi la capacité d'exécuter à près de 100% ses dépenses budgétaires. Ce qui est aussi est quelque chose d'extrêmement positif que nous avons remarqué. Ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il y a une organisation qui est assez cohérente pour se rassurer que ce qui a été budgétisé est exécuté effectivement. Ceci dit, évidemment, comme les autres paramètres, nous avons quelques faiblesses, notamment le déficit budgétaire qui dépasse les 3% de la règle communautaire, en sachant cependant que depuis 2020, je pense que le monde entier est dans une logique de tolérance vis-à-vis de ce déficit budgétaire. Et donc aujourd'hui, il y a une légère baisse de ce déficit budgétaire qui reste quand même au-dessus de 3%, mais qui est aujourd'hui à 4,4, me semble-t-il, et avec une projection de les réduire à 3 en 2025. Même si nous sommes plus pessimistes sur ces 2025, on pense que ce sera peut-être un peu au-delà, vu les besoins de financement de la Côte d'Ivoire en fonction de sa stratégie de développement, va nécessiter certainement beaucoup plus de recherche de revenus. Toujours dans les facteurs de risque, dans les facteurs de faiblesse, la dette extérieure, qui par ailleurs, le chiffre que vous aviez il y a quelques jours, j'ai annoncé des chiffres quelques jours qui n'étaient pas les bons chiffres. On a eu les bons chiffres ajustés. Ceci dit, le chiffre qui est dans le rapport est le bon chiffre. Okay, donc la dette extérieure n'est pas à 90%, elle est plutôt à 61,8%, qui reste quand même élevé, considérant qu'il est préférable que le pays soit endetté plus dans sa monnaie locale que dans la devise étrangère, en considérant, même si la majorité, enfin une grande majorité de sa dette extérieure est en euros, on reste dans la logique que l'euro, même s'il est arrimé au CFA, l'euro n'est pas le CFA. Donc, pour les remboursements extérieurs, il va falloir que ce pays, où aujourd'hui, comme nous sommes dans une région avec un pool commun de devises, donc le niveau de réserve des devises va dicter évidemment la capacité à faire face à ces obligations financières en devises étrangères. Donc 61%, 61,8%. Le ratio du service de la dette, dont le chiffre que vous avez dans le rapport est le bon,
Donc 59%. Celui que vous avez, c'était à fin septembre. À fin septembre, il était à 68% et il a baissé de 11 points de pourcentage entre septembre et fin décembre. Il est à 59 pour moi. Ce qui vient être consolidé par ce que je disais tout à l'heure, la capacité de recouvrer les recettes. Et ça montre bien aussi un certain, si vous voulez, un certain trend qui a été observé dans la gestion des finances en Côte d'Ivoire. Donc un service de la dette qui peut être en dents de scie, donc qui peut des fois être effrayant parce qu'il a des niveaux records, et l'année d'après peut descendre de façon significative. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est une dette qui, en gros, est soutenable. Un des facteurs aussi qui pourrait être un facteur de risque, c'est le taux de pression fiscale. C'est vrai que quand vous regardez le tableau et vous voyez 12%, et vous voyez que ça semble être un chiffre moins important que les autres, sauf que la Côte d'Ivoire, sauf qu'il est calculé par rapport au PIB. Et la Côte d'Ivoire a un PIB qui est beaucoup plus important que les autres pays et qui croît très rapidement. Donc évidemment, ce chiffre, je ne sais pas si ce chiffre explique vraiment, peut expliquer la pression fiscale ressentie, en sachant que nous sommes encore dans un pays qui est très fortement informel, en 90% à peu près. Donc ça veut dire que vous avez 10% qui subissent cette pression fiscale. Donc 12%, ça paraît peu, mais je pense que le ressenti est certainement plus important que celui des autres pays. Et je pense qu'on l'a, nous, observé dans les débats, dans les discussions, dans les échanges avec le secteur privé pendant que cette enquête se faisait pour finaliser le rapport. Le système monétaire se porte très bien. Je pense que Serge l'a dit tout à l'heure, le système monétaire de l'UEMOA se porte très bien, une progression total bilan de banque de 16%. Et ceci dit, le crédit à l'économie a stagné, 1,3%. Et ça nous emmène justement à se poser la question sur le financement des économies des pays en développement par les banques. Nous nous sommes posé la question de savoir si les banques finalement sont outillées pour financer les pays en développement. Je ne pense pas. Notre opinion en tant qu'agent de notation financière, nous ne le pensons pas, parce que les conditions de financement de ces économies qui sont en majorité, en grande majorité, des PME. 95% du tissu économique sont des PME. Les conditions de financement des banques classiques commerciales ne correspondent pas aux besoins de ces PME-là. Ce que nous pensons qui devrait être regardé, et nous l'avons suggéré à plusieurs reprises, ce sont, vous avez des PME qui ont non seulement besoin de financement, besoin d'accompagnement et besoin de financement long. Et ces trois choses-là, c'est pas ce que proposent les banques. Donc évidemment, aujourd'hui, il y a deux alternatives qui nous semblent, en tant qu'agent de notation financière, plutôt appropriées pour les PME. Le marché des obligations avec ce compartiment PME, mais surtout les fonds d'investissement dédiés aux PME. Évidemment, des fonds d'investissement en monnaie locale avec des tickets qui seraient des tickets qui correspondraient aux réalités, aux besoins des PME, en sachant que l'avantage des fonds d'investissement, c'est qu'ils prennent le même risque que ces PME, les accompagnent et sortent au bout de 5, 7 ans, voire 10 ans pour certains, et avec la possibilité de sortir désormais à la BRVM, parce qu'il y a un compartiment PME, peut-être que ce modèle-là devrait être essayé, parce que le modèle de banque a été essayé depuis les indépendances de ces pays, et je ne crois pas qu'il marche. On se rend bien compte qu'il ne marche pas. Alors, toujours sur les facteurs positifs, une bonne et très bonne d'ailleurs dynamique du marché boursier avec une capitalisation globale en progression de 10,8%. Et sur la même période, les valeurs boursières ont évolué de façon significative. Ceci dit,
ce que nous considérons aujourd'hui comme des facteurs de fragilité, c'est l'inflation. L'inflation qui reste encore au-delà de la norme communautaire. Une inflation aujourd'hui à 4,4, mais qui est en, si vous voulez, en légère baisse de 5,2. Et c'est vrai que la Côte d'Ivoire a toujours été un bon élève en matière d'inflation, qui pendant longtemps a été en dessous de la norme communautaire, mais aujourd'hui, avec les différentes crises, le taux d'inflation est monté à un niveau record de 6% en 2021 et a descendu progressivement et aujourd'hui est à 4,4. Et je disais tout à l'heure que, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je parlais de l'offre bancaire qui est généralement de court terme et à des taux qui sont aujourd'hui des taux plutôt élevés. La situation sociopolitique et sécuritaire. Sur le point positif, on observe une certaine stabilité de l'environnement sociopolitique. Ceci dit, cette stabilité reste limitée. Elle reste limitée dans ce sens où je pense que l'histoire politique de ce pays a montré que les élections qui pour nous sont un acte tout à fait banal de la démocratie, deviennent plutôt des moments d'inquiétude et des moments de, si vous voulez, des moments de risque. Et dans nos analyses, nous sommes aussi arrivés à la conclusion que cela est basé aussi sur le choix des modèles politiques que font les pays africains en général, et ce pays aussi. Donc, et ce n'est pas une question de parti, c'est une question de système politique qui perdure depuis les indépendances, la concentration de pouvoir qui ne permet pas, si vous voulez, un équilibre et qui ne permet pas d'avoir de contre-pouvoir. Et donc, le fait de ne pas avoir de contre-pouvoir dans un système crée forcément des frustrations. Et crée des frustrations, on l'observe beaucoup dans la sous-région, et aussi crée une sorte de déséquilibre, parce que le parti au pouvoir a tendance à avoir tout le pouvoir, et c'est comme ça chaque fois qu'il y a un parti au pouvoir. Donc ce n'est pas spécifique à un parti au pouvoir, c'est tous les partis qui viennent au pouvoir ont tendance à avoir tout le pouvoir, avec une opposition qui est plutôt avec un pouvoir plutôt réduit. Donc dans ces conditions, forcément, avoir une stabilité à long terme, c'est plutôt plutôt difficile. Et c'est peut-être ce genre de réforme qui doit être faite. La situation, c'est que, ceci dit, nous avons, depuis quelques années, avec les dernières élections, la Côte d'Ivoire a montré sa capacité d'absorber les chocs. À absorber les chocs. La Côte d'Ivoire a montré sa capacité à absorber les chocs politiques, et je crois que c'est ce qui constitue aussi sa résilience. La résilience de ce pays n'est pas seulement une résilience économique, c'est une résilience aussi politique avec la capacité d'absorber les chocs. La situation sécuritaire semble contrôlée. Contrôlée parce que la Côte d'Ivoire a un indice de sécurité qui est extrêmement bas. Sur 5, elle est aujourd'hui à 1,1, ce qui constitue un environnement hautement sécurisé. Et sur l'indice global de terrorisme, elle a gagné des points. Ceci dit, je pense qu'on parlera tout à l'heure de ça. On a quand même quelques inquiétudes concernant les risques dans le Nord, mais on parlera de ça tout à l'heure, parce que nous sommes pour l'instant dans les positifs. Une baisse de taux de pauvreté. On a constaté, si vous voulez, depuis 2011, une baisse progressive de taux de pauvreté qui, aujourd'hui, enfin en 2021, c'était autour de 30, je pense, autour de 34%. Là c'était 2022, 36%, en partant de 51%. Donc, en 2011, on était à 51%, la Côte d'Ivoire était à 51% de taux de pauvreté, donc c'est descendu progressivement. Je pense que ça s'explique aussi
avec la performance de cette économie. Ça s'explique aussi avec l'élargissement de la classe moyenne, donc qui vient forcément réduire le taux de pauvreté. Alors, le taux de chômage, bon, il va peut-être vous faire bondir au plafond, mais c'est ça, c'est 2,4. Mais en fait, c'est important de comprendre la définition du chômage pour comprendre ce taux-là, parce qu'évidemment, ça voudra dire que la Côte d'Ivoire est en plein emploi. Alors, le taux de chômage, en réalité, c'est, si vous voulez, est chômeur la personne qui n'a pas d'occupation, même si l'occupation n'est pas rémunérée. Alors que nous sommes dans un pays où tout le monde est occupé. Donc, c'est pourquoi, si vous voulez, il est extrêmement important d'analyser les indicateurs dans leur contexte pour que ça fasse sens. Sinon, quand vous rentrez dans une logique universelle, vous vous retrouvez avec des aberrations. Donc aujourd'hui, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le taux de chômage n'est pas un indicateur pertinent. Par contre, ce qui est pertinent, c'est le taux de précarité de l'emploi. Parce que si on veut mettre des politiques publiques en place, on met les politiques publiques pour régler des problèmes. Et c'est vrai que politiquement, ça peut être très agréable de dire qu'on a 2,4%, qu'un pays dise que je suis à 2,4% de taux de chômage, mais à ce moment, ce serait difficile d'aller chercher des financements pour créer des emplois, puisque vous serez dans une catégorie de plein d'emplois, donc ce serait incompréhensif de chercher à mettre en place des plans de création d'emplois. Donc, quand vous regardez le taux d'informalité de l'emploi, qui en réalité veut dire la précarité des emplois, on est quand même à 91%. Même si ça baissait à 89%, ça reste quand même très élevé. Et donc, c'est là où il y a certainement un effort à faire. Alors, le dernier... nous sommes sur le dernier critère, mais encore toujours sur les points positifs. Donc une amélioration du taux d'accès à l'eau potable. Et donc c'est vraiment quelque chose de remarquable. La progression de 65% en 2012 à 84% en 2022. Et le taux un accès à l'électricité qui a aussi augmenté à 74%, à 83% en 2022. Donc le taux de couverture a augmenté, mais le taux d'accès également a augmenté. Alors, donc je suis à mon dernier slide, et ce dernier slide, c'est le stade sur les facteurs de risque de l'environnement sociopolitique et sécuritaire. Et donc, je disais tout à l'heure que malgré le niveau très bas de sécurité qu'observe la Côte d'Ivoire, il y a quand même certaines inquiétudes vis-à-vis de la situation au nord du pays, avec des pays frontaliers qui sont justement dans des situations de crise politique et aussi exposés au terrorisme. Et je pense que dernièrement, les États-Unis ont donné une alerte de risque sur le nord de la Côte d'Ivoire, et nous estimons que cette alerte doit être prise très au sérieux, dans la mesure où nous avons affaire à un État qui a un système de renseignement extrêmement puissant et qui ne sort pas des alertes tous les jours. Donc quand les alertes sont données, c'est important d'avoir... Aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments nécessaires qui nous permettent de savoir exactement quelle est la situation dans le Nord. Nous savons qu'il y a des réfugiés qui sont accueillis en Côte d'Ivoire, et l'État a mis en place un mécanisme d'accueil qui d'ailleurs permet d'absorber tous ces réfugiés-là. Mais quelle est la situation de préparation de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de cette situation de terrorisme au nord de ce pays? Et ça fera l'objet d'un panel tout à l'heure où nous rentrerons certainement dans les détails. Et la dégradation, enfin, de la qualité du développement humain. Donc, un rapport des Nations Unies fait passer la Côte d'Ivoire, on dégrade la Côte d'Ivoire de pays de développement humain modéré à un pays de développement humain faible. Et sur deux critères essentiels, si vous voulez, la durée de scolarisation
la durée de scolarisation des élèves en Côte d'Ivoire et l'espérance de vie qui a reculé d'1 an. 1 an, ça ne semble pas beaucoup, mais si, c'est beaucoup. Qui a reculé d'1 an, donc qui représente aussi une faiblesse. Voilà, mesdames et messieurs, je suis à la fin de ma présentation et maintenant je vais vous donner les résultats de cette analyse qui garde la Côte d'Ivoire dans la catégorie de risque faible. Elle était déjà dans la catégorie de risque faible l'année dernière et aujourd'hui elle reste dans la catégorie de risque faible mais a évolué de 30 points de base. Alors la Côte d'Ivoire passe de 6,2 à 6,5, donc reste dans la catégorie de risque faible où nous recommandons l'investissement dans ce pays-là. Et ce qui a tiré cette notation, en réalité, tous les paramètres, le climat des affaires est passé de 6,4 à 6,5, la performance macroéconomique qui est là, d'ailleurs, si vous voulez, le critère qui performe le mieux, de 7,8 à 8,1, la gestion des finances de 6,3 à 6,5, la solidité du système financier de 6,1 à 6,3 et le risque sociopolitique de 4,2 à 4,9. Donc c'est la plus grosse progression d'ailleurs. Voilà, et donc la Côte d'Ivoire est un pays qui reste résilient, même si nous considérons que la résilience est à moyen terme, que pour une résilience à plus long terme, il sera nécessaire que la tendance que nous observons dans l'économie ivoirienne, qui est que 95% du tissu économique qui est constitué des PME contribue seulement à 20% de la richesse créée, et que 5% en réalité des multinationales contribuent à 80% de la richesse. Donc évidemment, dans cette logique-là, dans une crise qui perdure, la probabilité que les 95% maintiennent l'économie pendant que les autres délocalisent, elle est plutôt mince. Donc l'idée, pour avoir une économie résiliente et performante à long terme, il est extrêmement important que la majorité de la richesse soit créée par des entreprises locales. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop long et trop ennuyeux. Merci.